Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle conférence sur le thème du jour, c'est le couple a-t-il encore un avenir? Voilà. C'est une question que vous pouvez vous poser soit en ce moment, soit à une période de votre vie quand vous vous êtes mis en couple ou si vous êtes encore en couple et que c'est pas forcément évident pour vous. Je vais questionner le couple, mais même en amont de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, je vais commencer à questionner la représentation du couple, c'est-à-dire dans nos idéaux, dans nos imageries, la plupart d'entre nous rêvent de faire couple en fait. Quid, est-ce qu'il y en a qui se disent je rêve d'avoir un bonheur sans couple? J'ai jamais tellement entendu de personnes qui me disent je rêve, je serais heureuse sans le couple, j'en suis persuadée, je rêve de ne pas faire un couple dans ma vie. On dirait que le couple est une fin, un aboutissement en soi, et comme si c'était tellement normé, tellement évident qu'on ne questionne même pas ceci. Donc non seulement je vais vous inviter à questionner cette fondation du couple, comme un mythe romantique, un mythe d'épanouissement, un mythe associé au bonheur, un mythe de soutien, un mythe de complicité, d'engagement, de confiance. C'est souvent les valeurs qu'on donne au couple. Et donc, je vais vous inviter à vous questionner là-dessus. Et puis ensuite, éventuellement, on dressera les avantages et les inconvénients de faire couple ou pas. Est-ce que c'est la seule manière d'être heureux dans la vie? Les répétitions des écueils, les écueils aussi qu'on va trouver dans les couples qui dysfonctionnent, puisque vous le savez, il y a quand même 50% de divorces, quand même. Il y a quand même, le couple ne dure pas si longtemps que ça, par rapport à une autre époque où les personnes se mariaient et créaient des couples durables de plus de 50 ans. Même si ça ne fonctionnait pas forcément de manière géniale, n'empêche qu'ils restaient ensemble. Alors qu'aujourd'hui, on voit, parce que c'est des enquêtes qui sont menées, on parle plutôt des serial monogames, c'est-à-dire c'est des personnes qui font des couples, la plupart des gens se mettent en couple, et font des couples de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin, ou moins, ou plus, et après s'arrêtent, rompent, et repartent sur un autre couple, retrouvent une autre personne pour faire un couple, et en plus. Donc on fait plusieurs couples, on est plutôt en ce moment dans une période où on fait de multiples couples ou de multiples relations et pas forcément une relation pour toujours. On voit que ça c'était à l'époque plus ancienne, ça fait un siècle qu'on se questionne sur faut-il faire couple, est-ce que c'est bien de faire couple, pourquoi faire couple, comment faire couple. Avant c'était des mariages arrangés, où on ne choisissait pas forcément son partenaire pour la romance. Et on était, dans l'époque de nos grands-mères, c'était dans l'idée de faire des couples et que, on était là pour construire ensemble et pour faire notre vie ensemble et pour se soutenir ensemble jusqu'à la fin. On n'était pas censé faire plusieurs couples les uns derrière les autres en veillant à notre épanouissement personnel d'abord. Donc on va examiner tout ça. Et puis, à un moment donné, dans mon exposé, j'interviendrai aussi sur la solitude, puisque bien souvent, si on a du mal à arrêter d'envisager de faire un couple, c'est parce qu'on a du mal à vivre notre solitude ou à l'apprivoiser de manière heureuse ou de s'imaginer qu'on pourrait être bien en célibataire. Parce que vous savez très bien aujourd'hui, les célibataires n'ont pas tant de réussite, de succès que ça. C'est compliqué encore d'être célibataire. La plupart des célibataires rêvent d'être en couple. C'est comme s'il y avait vraiment cet idéal du couple qui est très très présente encore à notre époque, qui est, il faut trouver la bonne personne. Donc même si certains célibataires disent « Ah oui, mais je suis quand même bien tout seul, j'ai mes ressources, etc. » Néanmoins, il y a quand même ce rêve que « Ah, mais si quand même, si je trouvais quelqu'un, ça serait mieux à deux que seul. » Donc il y a quand même toujours cet idéal du couple qui n'est jamais tellement remis en question. C'est tellement la norme d'ailleurs, on voit que par exemple, c'est devenu une injonction du marketing. On voit que par exemple, si vous voulez partir en voyage, c'est plus compliqué en célibataire que seul. Vous aurez moins de facilité. Si vous êtes au restaurant en mode célibataire, on ne va pas vous donner la table la plus chouette parce que c'est mieux, les couples ça fait plus mignon. Il y a plein de... La société rend une difficulté aux célibataires et après ils vous vendent des sites de rencontres, il faut trouver la bonne personne, vous le savez, c'est pas tellement bien de rester seul, on ne sait jamais. Donc la solitude était encore quelque chose d'effrayant où
un vecteur de non-réussite. C'est parce que j'ai raté mon couple, c'est un choix par défaut. En tout cas, c'est très compliqué de mettre en exergue la solitude comme un moyen de réussir sa vie, hein, ou de s'épanouir. Voilà, pour l'instant, c'est pas ça. Et même les personnes que j'interviewe qui se disent heureuses dans une solitude, elles ont quand même en arrière-plan le rêve que peut-être un jour, à deux, ce serait bien si au passage, elles pourraient rencontrer enfin la bonne personne. Voilà. Bon. Donc on va questionner tout ça. Et je trouve que c'est drôlement important parce qu'il y a énormément de souffrances qu'amène le couple, notamment que ce soit les modèles traditionnels, hein, c'est-à-dire le modèle du couple du mariage classique basé sur l'exclusivité, la fidélité, le soutien, la durabilité, hein, et notamment la durabilité avec de l'intensité amoureuse, on va faire perdurer l'intensité amoureuse, de la jouissance, on va tout ce qu'on attend du couple. Hein. Et par opposition, les modèles, on trouve aussi, parce que comme ce modèle traditionnel, ça fait fausse route, quoi. C'est souvent une impasse, 50% des gens divorcent, donc ils se prennent les pieds dedans. Donc du coup, depuis 10-15 ans, on entend arriver sur le marché, c'est comme une mode, les modèles amoureux plus ouverts, hein, les modèles polyamoureux, des modèles d'échangisme, des modèles de liberté sexuelle, etc., qui sont des modèles plus ouverts. Mais néanmoins, cette liberté, parce qu'on veut beaucoup de liberté à notre époque, et bien, quelque part, va renvoyer, on en parlera tout à l'heure, à une période narcissique, enfin une époque qui se veut narcissique, libertaire, et on veut toujours plus pour sa pomme, toujours aller mieux, toujours s'épanouir, toujours plus. Et ça crée énormément de difficultés au sein de ces couples qui marchent, qui sortent des sentiers battus. Mais c'est tellement complexe qu'il y a souvent beaucoup plus de difficultés qu'on ne croit, même sur ces modèles qui ont l'air ambitieux, généreux, libertaires, égalitaires, enrichissants, diversifiants, etc. Donc on va dire, on va faire tout à l'heure, on fera un point sur les modèles fermés, exclusifs, modèles ouverts, modèles traditionnels, et même les modèles qui sortent de l'ordinaire. Mais même tous les modèles amoureux ne sont pas simples en fait. Il n'y a pas quelque chose de parfait. Et pour l'instant, je pense qu'il faut questionner en amont, avant de rentrer dans la notion de quel modèle je choisis de couple, et quel contrat couple je fais, hein, si j'en fais un, quelles règles, etc. Mais pourquoi je veux faire couple à tout prix, quoi, déjà, hein, c'est quoi qui m'anime pour vouloir faire couple. Vous pouvez peut-être d'ailleurs, ça pourrait être marrant déjà, vous puissiez intervenir d'ores et déjà, pourquoi vous rêvez de faire couple? Qu'est-ce qui vous anime à faire couple, les uns et les autres, là? Vous pouvez dire comme ça, puis je répéterai. Le partage. Le partage. Ouais, le partage aussi. Ouais. Le partage. Ouais. La communication. Communiquer. Donc c'est l'intimité souvent, hein, l'intimité, se dévoiler, se révéler. Voilà, partager, la communication. Je disais la cohésion. Hein, trouver de la cohésion. Oui. De la cohésion, d'accord, de la structure, de la cohésion, ok, pourquoi pas. Une sexualité plus sécure. Une sexualité plus sécure avec le même. On approfondit la sexualité avec le même, voilà, pourquoi pas aussi. Hein. Mais il y a plein d'autres choses qu'on attend hein, dans le couple hein, aujourd'hui. Hein. Donc vous avez dit partage. Bon, la plupart des gens disent oui, je veux partager avec une personne. Le soutien. Le soutien, voilà, ça c'était, c'est beaucoup attendu. J'attends qu'ils me soutiennent. Ça c'est un des critères qu'on voit émerger très fort. Hein. J'attends que dans les moments d'épreuve, ils soient là pour moi, etc. Mais le couple peut être aussi mis à l'épreuve par l'épreuve. Parce que la personne, elle n'a pas toujours les moyens de vous soutenir tout le temps, toute sa vie, puisque voilà, on est limité. Et ça peut être aussi un endroit de forte désillusion par rapport à une attente de soutien qu'on aurait de manière idéale sur le partenaire. Donc que ce soit le partage, vous allez voir que toutes les valeurs que vous avez dit, le partage, on ne peut pas tout partager ensemble et c'est pas souhaitable parce que beaucoup de couples fusionnels qui veulent beaucoup partager ensemble, s'en remettent à l'autre pour leurs activités, etc. et finissent par s'en plaindre dans leur durabilité parce qu'ils se disent à force de tout partager, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, ce que j'aime, quels sont mes goûts, mes couleurs personnelles, singulières, puisque je partage tellement de choses avec lui que finalement qui je suis là-dedans, je me fonds dans l'autre. Hein, si on parle du partage, il y a partage et partage. Et bien souvent, le problème des couples qui durent, c'est qu'il y a trop de fusion. Et donc, ils s'étouffent là-dedans, et ils s'éteignent là-dedans, ils perdent leur singularité. Et après, ils se plaignent. Donc, quand vous avez dit, tu as dit la sexualité approfondie, c'est ça? De ne pas avoir plusieurs partenaires pour risquer quoi? Les MST ou je sais pas quoi?
ça ou avoir une sexualité régulière aussi? Avoir une sexualité régulière avec le même partenaire, oui, ça, pourquoi pas. C'est sans compter que parfois, il y a des gens qui sont insatisfaits. Il y a souvent, même dans les couples traditionnels, hein, enfin dans le couple, il y a souvent quelqu'un qui a plus envie que l'autre. Quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Stéphane Rosé, qui a travaillé sur un livre récemment, qui a écrit En finir avec le couple, il dit comme ça, le couple, c'est la rencontre de deux égoïsmes à partir de besoins. C'est-à-dire, moi, je suis tout à fait d'accord, j'avais fait une conférence sur l'utilité, comment on s'utilise les uns les autres en amour, de deux égoïsmes qui se rencontrent, c'est-à-dire que chacun arrive avec ses besoins et cherche à satisfaire ses besoins à travers l'autre, et l'autre aussi, réciproquement. Et donc si les besoins évoluent, si nos besoins par exemple ne sont plus les mêmes au bout de 10 ans, moi mes besoins par exemple, toi c'est de la sexualité approfondie, régulière, et que tu as plus envie que lui de faire l'amour, tu vas te retrouver dans des souffrances, quoi, dans des écueils, des écarts importants. Et quid dans et d'ailleurs les couples, pourquoi souvent ça choque? Parce qu'on rêve de couple, dans l'idéal de couple, où ça fonctionne bien aussi au niveau de la sexualité, on rêve de jouir, on rêve on rêve d'être épanoui, on rêve d'un couple heureux, quoi, où tout marche bien, hein, on a beaucoup d'attentes et très souvent on se prend les pieds dedans parce que c'est pas ça qui se passe dans la réalité. On rêve beaucoup. On rêve beaucoup d'un couple romantique. Hein, le couple romantique, c'est le couple sentimental, le couple avec de l'intensité amoureuse qui dure. Hein, avec on partage tout, avec de la complicité, avec de la confiance, avec de l'engagement, avec... Ça peut être l'argent aussi. Hein? L'argent aussi. Ah oui, les problèmes d'argent, qu'on est... oui, des fois il y a des problèmes sur l'argent, on n'a pas les mêmes, qu'est-ce qu'on partage pas au niveau de l'argent. Que ce soit notre confident aussi, on attend qu'il soit notre meilleur confident, notre meilleur ami, notre meilleur soutien. Il y en a des attentes incroyables qui comblent qui réparent nos blessures, qui soient là pour pas qu'on soit seul, qui nous fassent des câlins, qui soient vraiment voilà. Et c'est fou quoi, tout ce qu'on mise sur le couple comme vecteur de source de bonheur en fait. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est véhiculé. Enfin, on entend. C'est des imagos qui sont véhiculés. À deux, on est plus fort. À deux, on est engagé. L'engagement, on va s'engager. Donc, on va construire. Donc, on va être en sécurité, en fait. Hein. Engagé dit sécurité. Et on entend dans le vocabulaire, on dit, bah oui, on va construire, on va se caser. Hein. On va se caser, j'aime bien. Caser, c'est genre, on va se mettre dans une petite case, bien en ordre, et tout va être sécure pour la plupart du temps. Ouais. Tout à l'heure, tu es en train de parler du couple, mais le couple, est-ce que c'est obligatoirement des gens qui vivent ensemble ou on peut aussi former un couple et chacun chez soi, donc à une distance qui se Alors crée. ça, je vais intervenir un peu plus tard là-dessus, sur les modalités du couple. Aujourd'hui, c'est vrai que, je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais en parler maintenant puisque tu poses la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, le couple souvent, depuis toujours, hein, même, le couple c'est souvent pour faire un projet de famille, où on va partager des projets ensemble, on va avoir des projets. S'il n'y a pas de projet, presque on dirait qu'on ne fait pas couple. Quoi. Parce que pour mon cas, par exemple, le projet de famille, je l'ai eu. Oui, et bien souvent, pour les gens qui ont déjà fait des familles, ils choisissent aujourd'hui de ne plus faire couple sous le même toit. Voilà, on va se mettre chacun chez soi et on va faire un couple à distance comme ça, parce qu'on va partager que les bonnes choses. Pourquoi pas? Et on gagnera en autonomie, on a nos espaces séparés, on a chacun nos amis, nos activités qu'on fait tout seul, et voilà, et on est moins dans un couple de représentation fusionnelle où il faut tout partager ensemble, le quotidien, l'usure du quotidien, et pas que. Aussi le fait de se voir tout le temps, le désir va fuir, parce qu'on a tellement habitué, c'est comme l'autre qui est acquis, quoi. Si vous l'avez sous la main, ça devient presque une plante de décoration à la force. Et puis vous commencez à fantasmer sur d'autres trucs parce que quelque part, quand il y a trop de sécurité, si vous êtes trop sous le même territoire et que vous avez vos habitudes, il y a tellement de sécurité, les gens cherchent la sécurité, puis au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus de la sécurité, ils veulent autre chose. On n'est toujours jamais content, donc trop de sécurité et on veut... Alors ça, le coup, vous allez le voir, ça tourne beaucoup autour de cette question-là. C'est sécurité ou exploration. Donc, sécurité, on cherche à se caser, c'est pas un joli mot, mais souvent les gens cherchent à se caser, c'est-à-dire à construire, à bâtir, à se mettre ensemble pour s'engager pour un truc fiable, stable sur le long terme. Donc on cherche de la stabilité pour tout ce que vous avez dit. Hein. Et en même temps, ça va s'opposer, mais fortement, aux besoins d'exploration. Besoin de sécurité contre besoin d'exploration. Donc l'exploration, aujourd'hui, notre société, en tout cas occidentale, est
en hausse sur ces valeurs d'exploration, c'est-à-dire je veux ma liberté, je veux m'épanouir, je veux m'accomplir, je veux ne rien rater, je veux ne jamais rien manquer. Voilà, il y a de l'abondance, il y a du choix, au cas où je raterais la bonne personne, parce que celle-là elle est quand même moyenne, donc bon là je suis avec elle, mais quand même il y aurait mieux. Au cas où je raterais, ou bon j'ai plus de désir, donc peut-être que je pourrais avoir, avec elle je fais pas assez de voyages, donc je veux pas rater. Voilà. Donc ce truc d'adolescent un peu éternel, quoi, qui répond à cette société aussi libertaire et narcissique où on nous fait croire qu'on pourrait toujours avoir plus et plus, sans limite. Donc on n'est pas en contact avec nos limites, on est en contact avec l'illimité. C'est-à-dire, je rêve de tout, je veux tout. Moi, je veux tout, dans l'immédiateté en plus. Et je veux tout, et je veux renoncer à rien, et je crois que je vais manquer, et je mets mon attention sur ce dont je manque dans mon couple, au lieu de voir ce que j'ai dans mon couple déjà de bien, en étant d'accord et réaliste sur le fait qu'on ne peut pas tout avoir dans le couple. Surtout si vous faites durer le couple. Dans les débuts fusionnels, bah oui, c'est du là. Mais après, si vous faites durer votre couple, bah, vous allez voir que ça va pas être tout le temps fusionnel. Et donc là, il y a une déception et une désillusion. Mais comme il y a une idéologie d'un couple qui serait où on va s'épanouir chacun, et que ça va durer, et qu'on aura toujours de l'intensité amoureuse, il faudrait qu'on ait de l'intensité amoureuse, qu'on ait une bonne sexualité, enfin tous ces trucs-là, et bien évidemment les gens sont hyper déçus. Mais ils y croient. Pourquoi ils y croient? Pourquoi on y croit tellement? Parce que on est baigné depuis qu'on est petit, pour les filles, sur les histoires de princes charmants, là, dans les contes de fées, mais pas que, on le voit dans les magazines, on le voit dans les pubs, on le voit partout, on le voit dans les livres, dans les romans, on le voit mais partout, on est imbibé de cette image que le couple c'est chouette, quoi. Si vous passez pas par le couple, vous ratez quelque chose. C'est comme les femmes qui font pas d'enfants, vous ratez quelque chose. Donc c'est hyper sournois, parce qu'on ne s'en rend même pas compte, mais on est imprégné de cette image, de cette représentation qu'il faut passer par le couple pour réussir sa vie. Le cinéma aussi, les films nous amènent... Les cinémas, tous les films que vous regardez, romantiques, etc., les comédies romantiques, ça, c'est que ça. J'ai jamais vu un film où ils disent « Ah, c'est bien, je suis célibataire, je suis super content. C'est ce qu'il y a de mieux, le couple, bof. » Bon, donc c'est très très rare. C'est à contre-courant les gens qui sont dans une solitude et qui ne rêvent pas d'être en couple un jour. Ils ne se disent pas, ah bah oui, bon là c'est bien, je gère bien parce que je sors d'une rupture, bon tout va bien pour moi, mais quand même, peut-être un jour, quand j'aurai fini de répéter mes schémas, quand j'aurai géré à apprivoiser ma solitude, alors peut-être je rencontrerai enfin la bonne personne, n'est-ce pas? Et donc, de nouveau, quand on voit ça, moi je vois ça tous les jours, je me dis, mais attends, ça veut dire que tu crois encore, tu rêves encore à ce couple, tu n'as jamais remis en question, tu n'as pas déconstruit le mythe du couple romantique en fait. Oui, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on idéalise un peu le couple, le bonheur que va nous apporter le couple, parce qu'on n'est pas capable en tant que célibataire de s'apporter ce propre bonheur. Voilà. De vivre intensément en tant que célibataire, et on idéalise tout le bonheur que peut nous apporter l'autre, parce qu'on n'est pas capable de se l'apporter soi-même. C'est là-dessus, je pense qu'il faut travailler parfois quand on est célibataire. Oui, pour certaines personnes. Donc je ne sais pas s'ils ont entendu, mais effectivement, on idéalise le couple, qui est vecteur de bonheur, comme si nous, on ne peut pas se donner à nous-mêmes. C'est tellement juste que c'est beaucoup plus facile d'être à deux et de râler, tu sais, de se plaindre, de dire « Ah oui, mais l'autre, il n'est pas ceci, il n'est pas assez cela, regarde avec toutes nos copines, regarde, il n'est pas encore assez rien, et là, il m'a fait ça, il m'a fait ça. » Quand on se plaint, on ne se responsabilise pas. Même si c'est un boulet, on n'est pas en train de se prendre en main pour dire « Mais je prends en charge mes désirs, je les assume, mes ressources, mes amis, etc. » C'est-à-dire je m'en dépose à l'autre pour mon bonheur. Et même si je râle, ça veut dire qu'il est quand même censé être celui qui doit m'apporter le bonheur. Qui doit me combler, qui doit m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc on ne se remet pas en question en étant dans vraiment, non, mais c'est à moi de me ramener le bonheur, entre guillemets, ou le bien-être, etc. C'est moi la dépositaire, c'est pas l'autre qui est garant de ça. Et comme si le couple, ça va de soi que c'est l'autre qui est garant de m'amener le bon. Voilà, Donc ça, c'est jamais non plus remis en question, d'où la difficulté de se mettre seul, parce que se mettre seul, vivre la solitude, ça voudrait dire d'un coup se responsabiliser totalement. Donc c'est effrayant d'un coup de se dire « Attends, mais c'est à moi de me prendre en charge totalement pour être bien dans ma vie, quoi. » Et quid d'être aimé? Parce qu'on a tous besoin d'être aimé, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de passer par le couple pour être aimé. Ça, c'est une croyance aussi qui est extrêmement fréquente. C'est pour être aimé, il faut être à deux.
Elle va passer par le couple, obligatoirement. Mais est-ce que c'est sûr d'ailleurs? Est-ce que vous êtes questionné là-dessus? Est-ce que vous êtes sûr que c'est à deux que c'est mieux? C'est sûr que non, mais c'est tellement compliqué. Mais c'est tellement rentré dans les mœurs que c'est même pas questionné ça. La plupart des gens se disent c'est évident que c'est la relation à deux qui est privilégiée. C'est pas forcément comment. D'ailleurs, ça serait vraiment pertinent, ceux qui m'écoutent et vous qui êtes là, de vous questionner là-dessus, de vous demander maintenant, ok, j'ai des besoins d'être aimé qui sont légitimes, hein, on a tous des besoins d'être aimés. Par quel vecteur, par quelle stratégie je pourrais passer pour être aimé? Est-ce que j'ai suffisamment d'amis? Est-ce que j'aime les animaux? Est-ce que j'ai des, je sais pas, mes relations à mes centres d'intérêt? Enfin, voilà. Plutôt que d'attendre tout d'une personne, parce que c'est extrêmement souffrant d'attendre d'être aimé par le couple, par le biais du couple. Et on voit que c'est un écueil extraordinaire, puisqu'il n'y a jamais eu autant de divorces ou de déceptions par rapport à l'espace romantique dans lequel on est quand on rêve. Mais c'est compliqué de remettre en question cette croyance parce qu'on est conditionné culturellement pour croire que le bonheur passe par le couple. Oui. Et ça a été fait il y a certainement des centaines d'années, pour des raisons peut-être XY, politiques ou autres, de nous entraîner à vivre en couple. Mais on ne peut pas le remettre en question. On grandit là-dedans. Oui, alors justement, ça ce que tu dis, c'est très très juste. Est-ce que le couple c'est culturel? Le couple apporte le bonheur, c'est culturel ou naturel? Il y a beaucoup qui croient que c'est naturel, c'est-à-dire bon, ben non, c'est une évidence. Naturel, oui, on est fait pour ça, on est fait pour se reproduire. Ben non, on peut faire une famille, et comme quelqu'un l'a dit, une fois qu'on a cessé de faire une famille, on peut. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se mettent en couple de manière beaucoup plus pragmatique et réaliste, pas avec un projet sentimental à la clé, mais avec un projet de coparentalité, par exemple. Mais ils n'attendent pas, il y a une partie des jeunes, pas tous, hein, qui rêvent plus de cette histoire romantique pour toujours, d'intensité amoureuse, nanana. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais c'est vrai que, est-ce que c'est le couple, c'est naturel ou culturel? La réponse, c'est culturel. Et il y a une centaine d'années, avant, je vous rappelle que culturellement parlant, c'était pas le couple choisi amoureux, en fait, hein, c'était le couple voilà, où on se mariait, c'était une forme d'arrangement, puis on faisait avec. Autant bien un ballon, aller en ballon, mais on faisait ce qu'on pouvait. Et on n'attendait pas que le couple soit porteur de bonheur. C'est ça, c'est notre société très narcissique qui ramène tout à soi aussi. Je veux le meilleur pour moi-même, alors voilà, donc je me questionne sans arrêt, je m'introspecte, alors est-ce que c'est bon maintenant? Ben non, là c'est pas au top, je suis en train de m'éteindre. C'est pas que c'est pas des bonnes questions, ça vaut le coup de se poser ces questions, mais à ce moment-là, il faut faire descendre l'idéal du couple romantique à ce moment-là. Voilà. Parce que moi, ce que je pense là-dedans, c'est qu'un peu plus de réalisme, ça nous aide. Hein, quand vous arrêtez de rêver à un couple romantique, fusionnel, voilà. Hop, non, papa passe pas devant. Évitez de passer devant. Ah, c'est trop tard. Donc, c'est pas grave. Donc, quand on rêve à un couple fusionnel, ben, on risque d'être vraiment déçu, quoi. Alors, je sais plus ce que je disais, mais bon, bref. Voilà. Et donc, est-ce que c'est culturel? Oui, c'est culturel. Et on est tellement imprégné de ça qu'on ne remet pas ça en question. On croit que c'est une évidence et voilà. C'est envisageable de pouvoir se déconditionner les choses? Oui, je pense que cette conférence est là pour ça. Pour vous déconditionner, en tout cas vous poser les bonnes questions et peut-être commencer à déconstruire ce mythe romantique qui attend beaucoup trop et qui est forcément toujours, les partenaires sont toujours en mode insatisfaction et croient qu'en trouvant enfin la bonne personne, vont peut-être finir par réussir quelque chose. Ou alors le modèle polyamoureux, c'est pareil, hein, c'est bon bah j'en prends 3 en 1, puisque là c'est limité sur celle-là, je peux pas avoir tout. Donc hop, là j'en prends une autre à côté, puis 3, puis 2 ou 3, et comme ça, j'ai tout en 1. Ça marche pas plus, hein. Parce que de toute façon, avec cette représentation de je veux tout, il y aura de toute façon des insatisfactions ou de la jalousie autour des partenaires pour le modèle poli, ouvert, où forcément c'est compliqué, voilà, c'est pas si simple que ça a l'air tout beau tout rose, mais en fait c'est très complexe à gérer en termes d'agenda, qui est prioritaire, le chouchou, pas le chouchou, combien de temps je passe avec l'autre, pas avec l'autre. Ah bon, ou alors c'est du célibat en mode conso, mais sinon si c'est des relations investies affectivement et tout, il y a énormément de problématiques qui sont soulevées. Il ne faut pas croire que c'est le modèle qui est le plus la panacée aujourd'hui et qui marche le mieux. Donc c'est pour ça que ça met un peu en déroute, le couple aujourd'hui est un peu en déroute, parce que les modèles ouverts sont complexes à tenir sur le long terme, c'est des modèles exploratoires qui privilégient l'exploration à la sécurité, à la stabilité.
Et pourquoi pas? Et le modèle traditionnel avec le contrat d'exclusivité va prioriser la sécurité, le confort, etc., le cadre. Et en même temps, parfois, les gens s'ennuient là-dedans comme des rats morts. Ils n'en peuvent plus de s'ennuyer, ils s'éteignent là-dedans. Et ils rêvent d'autre chose. Donc les couples rêvent d'être célibataires, les célibataires rêvent d'être en couple. Enfin bon, c'est vraiment... Il y a énormément de déceptions. Hein. Donc oui, c'est complexe cette question, mais si vous commencez à voir pourquoi vous courez derrière un couple absolument, qu'il vous faut la bonne chaussure, la bonne personne, etc., parce qu'il y a en général une peur de la solitude. C'est une peur, ou alors une représentation de la solitude, comme quoi vous allez vieillir seul, moche, il n'y aura personne autour de vous, personne pour vous tenir la main. Voilà, alors peut-être que oui, ça sera vrai, peut-être pas que non, à chaque fois je dis la même chose, mais peut-être que vous serez seul, mais si vous savez vous entourer d'amis, voilà, et c'est pas compter, parce que vous dites, avec un partenaire qui va m'aimer, eh ben, je ne serai pas seule, des fois on est très seul en couple, hein. Pas pour dire, mais on peut être très seul dans une foule, on peut être très seul avec des amis, on peut être très seul dans un couple, on peut être pas du tout soutenu en couple, on peut être soutenu en couple, il peut disparaître avant vous, hein, vous avez un partenaire qui peut mourir avant vous à tout moment, il peut partir avec une autre, il n'y a rien de garanti là-dedans. Donc ça, c'est vraiment des représentations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour déconstruire ce mythe, le couple romantique, il va falloir chercher en vous pourquoi vous avez si peur de relâcher ça, de lâcher cette idée du couple. Pourquoi vous avez si peur? C'est quoi qui vous fait peur? La solitude, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir assez de désir et d'assumer votre vie, de ne pas aller bien, de ne pas pouvoir vous déposer sur quelqu'un, d'être trop seul, de pas... Voilà. Bon. Posez-vous cette question. Hein. Mais c'est une question ultra importante quand même. Voilà. Simone de Beauvoir disait « Un couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps ». Pour vous dire combien c'est compliqué de maintenir un couple heureux dans le temps. On le voit sans arrêt. Mais pourtant c'est compliqué et pourtant la majorité veulent faire couple. Sur Facebook, on voit les gens « Ah, je suis en couple, ça y est. Ça, je suis en couple. » On dirait que ça y est, tout est... ça y est, ils sont casés, tout va bien. C'est merveilleux. Non mais c'est vrai, quand on regarde bien, on a l'impression que les gens, une fois qu'ils sont en couple, ça y est, c'est... Et alors là, vous vous comparez, vous dites « Ah, il est arrivé à faire un couple. Son couple a l'air tellement magnifique. Le mien, il est complètement foireux. Oh mince alors, comment lui... » Après, sur les réseaux sociaux, on voit ils font des têtes pas possibles. Ah, je suis en couple, cheese, ils sont là, en mode tout va bien pour moi. Et pendant ce temps-là, vous êtes là en train de pleurer sur votre sœur. Merde, je suis toujours célibataire, j'ai toujours pas trouvé. Pourtant, je suis sur des sites, j'y arrive pas, mais qu'est-ce que je fous, bordel? Les autres, ils y arrivent et pas moi. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment c'est véhiculé dans notre société que vraiment, le couple, c'est la panacée, quoi. Et regardez, on est toujours admiratif des couples qui tiennent la route sur le long terme. Hein? Oui, on peut en parler aussi. On peut en parler. Parce qu'on des parle couples de long terme. 50% de gens qui divorcent, mais il y a, il y a 50% de gens qui restent ensemble. qui sont heureux ensemble. Alors, ils ne sont pas forcément heureux. Non, mais après, on peut être... Parce que le thème ce soir, c'est quoi? C'est est-ce que les femmes le couple a-t-il un avenir sont différentes d'aujourd'hui? Moi, alors, je pense que oui, parce que visiblement, on y va droit. Mais on peut parler aussi de ceux pour qui ça fonctionne. Oui, il faut ils ne sont pas un petit peu en majorité. Hein, mais il faut être un petit peu positif, parce que le truc c'est, bon, ok, on se met en couple parce qu'on va nous apporter quelque chose, mais ça veut dire qu'on n'a rien compris à l'amour, oui. Clairement. Donc, et puis il y a l'intensité de l'amour au départ qui va faire que ça va durer longtemps. Moi, mais c'est pas assez minoritaire, ça existe, hein, effectivement. Je ne suis pas en train de dire que les couples durables sont pas harmonieux. Tout existe. Mais toutes les enquêtes mènent à ça, c'est que c'est minoritaire, puisqu'on voit que aujourd'hui, en tout cas en Occident, c'est les serial monogames. Donc c'est les couples qui ne durent pas si longtemps que ça. Donc les gens s'arrêtent, reprennent. Oui, mais il y en a quand même certains qui perdurent et qui sont heureux, mais c'est très minoritaire. Et c'est vrai que ça existe. Parce que le but d'une famille, c'est de créer un foyer. Oui. Moi, bon, j'ai 50 ans, donc j'ai vu, moi, mon père, ma mère, se sont jamais lâchés. Il y a eu de l'amour avec les enfants, voilà, il y a eu de l'ennui, il y a eu tout ça, mais c'est pas pour autant qu'ils se sont lâchés. Parce que qu'est-ce qui tient ça à la sortie, malgré tout? C'est pas le fait que bon, bah, tu vas me ramener un peu de pognon et puis tu vas me sortir le dimanche. C'est aussi parce qu'il y a de l'amour et du vrai amour.
Alors ça c'est du vrai amour, etc. On ne sait pas. Il y a un attachement. On peut parler d'amour et d'attachement. D'ailleurs, c'est quoi l'amour? C'est pas la même chose. Alors, le mot amour, chacun il va de sa définition, donc je vais pas plaquer amour partout et n'importe quoi. Moi j'aime mon chien, j'aime la glace à la vanille, j'aime mon mari, j'aime la sexualité. Enfin bon bref, le mot amour il est vraiment galvaudé, hein, mais sur n'importe quoi. Donc il faut faire attention. Il n'y a pas forcément de l'amour dans les couples durables. Il y a un attachement, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas dépassé des crises. Oui, ils ont certainement dû dépasser des crises. Mais tous les couples, même qui ont l'air en apparence harmonieux, parfois, c'est pas forcément vrai non plus. Hein. Il y a de l'attachement, c'est sûr, dans les couples qui durent. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas rompre parce qu'ils sont attachés à leur partenaire, qu'ils ont peur de leur solitude d'ailleurs, et que c'est pas simple. C'est pas simple de se dire, bon bah maintenant je suis attachée, est-ce que c'est plus une colocation, un partenariat après la famille? Je ne dis pas que le projet famille est un projet en soi. Je parle d'après le projet famille. Une fois que le projet famille est fini, on voit bien souvent des gens qui se sont qui se sont accouplés par rapport au projet famille, qui après se retrouvent en tête-à-tête et qui se disent finalement il n'y a pas forcément plus d'amour, mais on est tellement habitué, puis il y a un certain confort matériel, il y a des habitudes qui sont prises, etc., que lâcher tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc il peut y avoir des arrangements, mais je ne suis pas en train de dire que c'est pour tous les couples long terme comme ça, mais on n'est pas sur la même époque, parce qu'à l'époque où effectivement nos parents et nos grands-parents, c'était pas dans leur idée, enfin ils n'avaient pas la représentation de divorcer, c'était pas comme ça dans leur tête, c'était un couple, on va bâtir et on va dépasser les obstacles, et c'est pas grave si on s'aime pas d'amour en mode d'amour épanouissement, tu vois, l'amour épanouissant. Moi je parle d'un amour avec, les gens me disent, moi je veux de l'intensité, je veux de l'accessibilité, je veux que, voilà. Là c'était un attachement, pas forcément avec l'état amoureux. Et je reviens sur l'état amoureux parce que les gens veulent de l'état amoureux. Et ils disent, s'il n'y a plus de l'état amoureux, et d'ailleurs ils me disent pas d'état amoureux, ils me disent, ah mais je l'aime plus, je l'aimais, je l'aime plus, alors je le quitte. Tu vois, mais c'est quoi aimer, quoi? Alors s'attacher, oui bien sûr, on peut s'attacher, mais à ce moment-là, il faudrait discuter, parce que chacun dans un couple qui dure, à un moment donné, on n'a plus les mêmes besoins, les besoins de chacun évoluent. À un moment donné, est-ce que c'est les besoins de tendresse, les besoins de sexualité, de quoi j'ai besoin, de quoi tu avais besoin? On n'est pas les mêmes, on change. Un couple, ce n'est pas statique, ça évolue tout le temps. C'est l'inverse de se caser, quoi. C'est l'inverse d'un truc qui ne bouge pas. Donc on ne peut pas imaginer 15 ans à l'avance qu'est-ce qu'on va devenir. Donc c'est important de voir ça et de se dire, bon, bah, on peut se questionner, bon, mes besoins ne sont plus les mêmes. Est-ce qu'on remanie, et c'est ça la question du chantier du couple, est-ce qu'on remanie notre couple sur d'autres bases quand il y a des crises, on n'a plus les mêmes besoins, est-ce que c'est possible ou pas? Et il y a beaucoup de gens qui disent, bah non, c'est pas possible, ou alors on s'aime plus, tu vois, bêtement. On s'aimait, on s'aime plus, bah forcément, on bouge, hein, on n'est pas les mêmes. Et donc on se quitte. Ou alors on peut remanier, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qu'on peut remanier dans notre couple ou pas? Donc est-ce qu'on va continuer ensemble ou pas? Et ça, ce sont des vraies questions, mais c'est pas simple de faire ça, parce que ça demande déjà de mettre en clarté pourquoi il y a tant de difficultés dans le couple que j'ai mis en place. Donc ça demande une mise en conscience qu'est-ce que j'ai plus, qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que j'idéalise, parce que très souvent il y a d'idéalisation, il y en a un qui souffre souvent parce qu'il se dit oh mais j'ai plus ce que je voulais, j'avais ça, j'avais je sais pas, j'avais de l'intimité, j'avais de la confiance, ah ben c'est parti, tout ça c'est parti, donc maintenant j'ai plus rien à faire avec toi. Ouais, ok. Et c'est souvent très en lien avec l'idéal romantique du couple. Hein. J'attends beaucoup du partenaire, donc je suis déçue quand l'autre n'est pas à la hauteur de mes attentes. Moi, je l'ai vu même sur moi. Hein. Moi, j'ai traversé une période extrêmement difficile l'année dernière de problèmes de santé. Et dans l'épreuve, je trouvais que mon partenaire n'était pas soutenant. Donc, je lui en veux toujours encore terriblement. Mais parce que j'avais la représentation que le couple, c'est le soutien. Le vrai couple. Tu vois, pour moi, le couple, c'est se soutenir, surtout quand tu vas mal, pas quand tout va bien. D'accord? C'est une représentation. Ok, mais c'est une représentation. Et elle est idyllique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas soutenu, mais il y a eu des moments où il ne pouvait pas me donner, il ne m'a pas soutenu. Donc c'est comme ça. Et donc, est-ce que je continue avec cette représentation idéale ici sur le soutien, ou est-ce que je lâche un peu mon affaire? Et ma foi, si je veux continuer à faire couple, je reprends ma responsabilité d'être soutenue par mes amis, par mes thérapeutes, par qui tu veux, au lieu d'attendre que l'autre, tu vois, me donne ce soutien qui est la représentation normée du couple. Le mariage, c'était le soutien, la fidélité, c'était surtout ça d'ailleurs, hein, la durabilité, la fiabilité, voilà. C'était les représentations du couple classique qui n'est jamais tellement questionné. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de couple. Si justement, il peut y avoir couple en reprenant, et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir là-dessus, on peut faire un couple en étant beaucoup plus dans un mode, je dirais célibataire à deux, je ne sais pas le terme n'est pas tellement joli, mais c'est je reprends
en charge la responsabilité de me rendre heureuse, voire de trouver du soutien, pas que en couple par exemple, ou de trouver de la de l'intimité, etc. Tu vois, sur d'autres stratégies que le vecteur du couple, parce que quand j'attends trop, je me casse la gueule. Parce que je suis forcément déçue parce que j'attends beaucoup. Si j'attends moins, je suis moins déçue. Mais si j'attends énormément, forcément, je vais être déçue. C'est certain qu'il ne faut pas rester en huis clos. Il faut aussi oui. avoir un environnement autour. C'est-à-dire que le couple, c'est pour moi le socle, la base, mais ça ne suffira pas. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Là, vous remettez en question le couple fusionnel, hein, où on veut tout faire ensemble, on fait tout ensemble, et on attend beaucoup de l'autre, etc. Effectivement, on voit que les couples les plus heureux aujourd'hui, si tant est qu'il y en a, c'est effectivement ceux qui arrivent à avoir leur espace privé, quoi. C'est-à-dire, ils font pas tout avec l'autre. Il y a des choses, et ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement salutaire d'ailleurs, et de mature, de voir que on n'a pas tout, on n'est pas à partager tout ensemble. Il y a des choses pour lesquelles on a plaisir à partager avec l'autre, et il y a des propositions, il y a des choses, on n'a pas toujours les mêmes goûts. Mais c'est pas grave, on peut faire des choses, on n'est pas obligé de faire tous les voyages ensemble, il y a des voyages que tu as envie de faire, moi j'ai pas envie de faire, et ceci n'est pas grave. Et on n'a pas besoin de se prendre 2 maîtresses ou 3 amants pour faire un voyage avec un tel, avec l'autre je vais faire du squash, et avec l'autre je vais faire un quotidien, tu vois. On peut aussi voir ça comme ça. On peut avoir ses goûts propres et partager des choses qu'on a plaisir à partager ensemble, en commun, et des choses qu'on n'a pas plaisir à partager, on se prend en charge et on se donne du plaisir autrement. Voilà. Mais ça demande de revisiter la notion du couple classique qu'on a, sur lequel normalement on fait beaucoup de choses ensemble, on partage les mêmes activités, on fait des choses en commun, pas que un projet famille, hein, mais les voyages, je sais pas quoi, des projets sur le monde extérieur, on va travailler ensemble, on va faire des choses ensemble. Oui, mais pourquoi forcément tout partager ensemble? Je veux dire, ça sert à quoi? On peut garder le bon et puis pas forcément tout faire ensemble. Donc ce mythe du couple romantique et fusionnel, il est casse-gueule. Et c'est pour moi assez immature. C'est comme les ados, ils veulent tout. Je veux tout. Je veux renoncer à rien. Tu vois, il n'y a pas les limites ici. Je ne suis pas en contact avec les limites. Non, je ne pourrais pas avoir tout dans le couple. Ce n'est juste pas possible. Alors, est-ce que je peux faire avec la limite? Et c'est toute la difficulté du couple d'aujourd'hui. C'est je ne veux pas être en contact où je ne sens pas les limites. Et je ne veux pas renoncer. Je veux toujours plus. Terrible. Ça, c'est un terrible école. On est vraiment dans une société qui ramène à soi moi, et tous les coachs, tous les trucs en développement personnel tournent beaucoup autour de ça. Hein. Épanouissez-vous, réalisez-vous, accomplissez-vous, vous, moi, moi, prendre soigneuse. Bon, alors évidemment, on veut à la fois moi, c'est-à-dire moi je veux mon bonheur, et puis bon, tant pis si tu souffres un peu, alors on entend aussi dans le développement personnel. Bon, c'est ton problème, ça t'appartient, hein, c'est à toi de gérer ce truc-là. Tu vois, genre, démerde-toi avec ton truc, t'es malheureux, gère ta dépendance affective, hein, bon, moi, t'attends toujours des SMS, okay, tu gères ton truc, c'est toi qui as un problème, moi... Mais en fait, c'est perdant-perdant, ça, parce que si t'es avec un partenaire que t'aimes, et que tu le fais, enfin, il est toujours en souffrance de par tes comportements, la relation, elle faiblit, hein, donc c'est pas non plus terrible d'être toujours occulté sur moi je veux aller bien, moi je prends en charge, toi tu te débrouilles. Voilà, c'est aussi, on entend aussi beaucoup ça, je le dis parce que ça me fait marrer, moi je l'entends beaucoup dans les milieux dans lesquels je fréquente. Mais maintenant, moi je veux aller bien, toi c'est toi qui as un problème, tu te débrouilles, moi je veux pas le savoir. Et hop, fais ta thérapie, et hop, débrouille-toi. Donc ça aussi, ça fait partie des écueils actuels. Et donc cette histoire où on veut tout à deux, on veut le bonheur à deux et en même temps on veut tout pour soi. Tu vois, en fait, ça narcissise et c'est terrible. Ça fait continuer l'adolescence. Ah mais c'est complètement ça. Mais on est complètement là-dedans, dans un truc complètement ado. Enfin pas pour tous, hein. Il y en a qui ont un peu les pieds sur terre, mais qui sont en contact avec les limites et qui sauront qu'ils ne peuvent pas avoir tout dans le couple. Mais il y en a d'autres qui rêvent de tout avoir, quoi. Et la plupart des gens se disent, non, je vais plus bien, donc j'arrête. Alors, justement, puisqu'on parle des écueils, avantages et inconvénients de faire un couple, je les avais listés, puis j'avais demandé à une jeune femme de 30 ans de me donner son idée sur la question, puisqu'elle m'avait dit, elle, écoute, moi, faire un couple aujourd'hui, non, c'est pas très... Sauf si je fais un couple pour un projet, mais désolidariser de la sentimentalité. Voilà. Il peut y avoir des sentiments, ok, mais voilà, je ne vais pas rêver d'un couple sur le long terme pour toute ma vie parce que je sais que là, alors là, je vais
je pars dans un truc, l'amour éternel, ça va être vraiment dur et je vois que les autres, les adultes, ils n'y arrivent pas vraiment. Hein. La génération du dessus, ça peut arriver. Donc, avantage, inconvénient. J'ai l'impression qu'on est dans une dualité où on rêve du couple d'avant, c'est-à-dire oui, on rêve du couple d'avant. Mais sans être capable aujourd'hui oui. d'assumer les difficultés, tout ce qu'il y a et d'avoir... Voilà, mais complètement, on rêve du couple d'avant et tu rajoutes l'ingrédient éperdument amoureux pour toujours, avec de l'intensité, avec de la jouissance, etc. Le couple d'avant ne rêvait pas de tout ça. C'est pour ça qu'ils étaient quand même un peu moins malheureux. Bon, je disais pas qu'il y avait que des bons côtés, parce que des fois, il y en avait, les femmes, elles n'avaient pas l'autonomie, donc elles restaient aussi souvent sous le joug du mari et acceptaient n'importe quoi. Ok, on est d'accord. Pas non plus exagéré, c'était pas forcément un modèle parfait non plus. Mais aujourd'hui, on veut pas ça, quoi. On veut pas le modèle d'avant, on veut le modèle d'avant, mais rajoutez-moi les ingrédients d'amour, d'intensité. Voilà, tout ça en fait, tout est possible. Enfin. Bah oui, on voit. Oui, c'est pas possible. Mais c'est juste impossible à tenir ce truc-là. C'est complètement fou, quoi. Impossible sur la longévité. Ben oui, là je parle des. Ben oui. Après, tu peux jouer à l'ado éternel, effectivement, et te faire des petits couples, ou des petites séquences fusionnelles. Petite fusion, tu prends ton trip, là, tu te fais ton shoot, hop, t'arrêtes, parce que tu dis, oh, c'est la galère maintenant, là, on descend dans la réalité, et puis tu reprends un autre partenaire, tu te refais un petit shoot de fusion, là, et hop, non, mais il n'y a rien qui est mieux qu'autre chose, c'est juste qu'à ce moment-là, t'arrêtes de rêver qu'un jour tu vas trouver la bonne personne. Faut arrêter le truc, quoi. Tu assumes ça, tu assumes ton côté ado, et tu dis, moi, voilà, mon trip, c'est de me faire que des plans éphémères. Voilà, des petits machins. Bon, voilà, mais tu rêves plus au couple. Parce qu'aujourd'hui, les gens, majoritairement, les personnes, et même les jeunes, hein, là je parlais d'une jeune que j'avais interviewée, qui dit, comme dans les milieux LGBT, etc., et qui commence à être beaucoup moins dans des rêveries sentimentales, et qui prennent ce qu'il y a, en fait, hein, et se disent, on a un projet, on va le faire ensemble, mais on ne va pas rêver de sentimentalité jusqu'à la fin des temps. Alors qu'il y a encore une majorité des jeunes qui ont conservé ce rêve du couple romantique. C'est quand même vrai encore. C'est pas tous les jeunes qui se disent pragmatiquement ah ben non, finalement il y a trop d'inconvénients dans le couple durable comme ça, donc moi je rêve pas à ça, quoi. Par contre, ça m'empêche pas de faire des relations. Si ça se présente, je vais faire une relation suivie, pourquoi pas, mais je rêve pas d'un couple éternel jusqu'à la fin des temps. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Alors on parle de couple. Cela n'inclut pas exclusivement le mariage, mais si on remonte plus loin, c'est-à-dire que beaucoup plus loin, disons avant Jésus-Christ, le mariage était quoi? C'était sacralisé comme étant quelque chose, une fois que c'était fait, il n'y avait plus de possibilité de pouvoir revenir en arrière. On a sacralisé tellement le mariage. Aujourd'hui, beaucoup rêvent du grand mariage, du beau mariage qui dure toute la vie. Non, ça c'est faux. Au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de mariage comme ça. Les mariages, ça a été, c'est très récent l'histoire du mariage. Hein. Il y a, on l'appellera peut-être pas le mariage, mais c'était des couples qui se formaient et qui restaient plus longtemps ensemble. Après, aujourd'hui, ce qui fait la différence avec les mariages d'antan, c'est quoi? C'est que le mariage, c'est tellement ancien. Il y a eu tellement de règles qui, généralement, c'est des règles qui ont été beaucoup plus, qui sont allées beaucoup plus à l'encontre de la femme, parce qu'on sait très bien que la femme a eu beaucoup, pour la France, la femme a vraiment eu des droits à partir de 1965. C'est là où la femme a vraiment eu assez de droits hors de son mariage, hors de son mari. Oui. Alors, quand on revient au couple d'aujourd'hui, est-ce que s'il y a eu autant de changements dans la vie, entre les mariages, les divorces et tout le reste, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le mariage devrait toujours être sacralisé? Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on enlève la sacralité du mariage. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à faire comprendre aux nouvelles générations que le mariage, ce n'est pas pour toute la vie. Parce que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est le couple. C'est en dehors du mariage. Vraiment, même le pacte, c'est le reste. Les gens ont tendance à se dire, quand je me marie avec quelqu'un, c'est peut-être pour toute la vie. Et avec le temps, on s'est dit, c'est loin quand même la vie. Avec l'espérance de vie fait qu'on peut vivre 30, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, voire 100 ans. Est-ce que je vais rester avec la même personne pendant 30 ans, pendant 50 ans? C'est beaucoup. Oui. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui, le législateur ne pourrait pas, je le dis, hein, aujourd'hui, avec le Pax, on le sait que ça peut arriver avec le Pax, si on veut se séparer, on s'en va, on écrit au greffier et on dit, moi j'arrête le Pax, c'est fini.
on informe l'autre, on a arrêté le pass, on est séparés. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à un moment donné au couple la possibilité de pouvoir se remettre en question? C'est-à-dire qu'on met en place une sorte de couple qui dure, par exemple, qui signe un contrat de 2 ans. Après les 2 ans... C'est le cas. Hein. Je t'interromps parce que c'est comme ça, c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui c'est les CDD, c'est pas des CDI. Hein. Donc la plupart sont organisés en mode CDD. Les jeunes sont arrivés... Mais c'est pas légiféré. Donc non, mais c'est... de chacun. Est-ce qu'il n'est pas... Ça, je sais rien si les gouvernements ont envie de s'amuser à ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils n'ont pas remis en question la tradition du mariage. Mais néanmoins, ce qu'on voit arriver, enfin à notre époque, ce qu'on voit, c'est des CDD. Hein. Et les gens, ils ne font pas des CDI. Hein. Et il y en a beaucoup qui partent dans l'idée. Alors, il y a une ambivalence. Il y a à la fois une ambiguïté qui concerne la rêverie, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils rencontrent une personne, ils rêvent quand même dans leur fort intérieur que ce soit un couple pour la fin, jusqu'à la fin des temps. Et en même temps, ils ont l'actualité, c'est-à-dire ils savent très bien, parce qu'ils l'ont eux-mêmes vécu, ils ont vu leurs parents, qui se disent mais non, ça ne tient pas, c'est des CDD. Mais ce qui n'est pas remis en question, c'est la rêverie. Parce que même s'ils savent, au niveau du concept, ils savent que ça ne tient pas la route si longtemps que ça, qu'il y aura des déceptions, la rêverie reste toujours la rêverie. Et la rêverie, c'est l'idéal. Et ça, c'est pas décanté encore pour l'instant. Et même les personnes qui sont un peu plus réalistes et pragmatiques et qui savent que, bon, oui, en général, on est fort déçus et qu'on a eu des ruptures et des déceptions à la clé, quand elle rencontre la nouvelle personne, elle se dit « Ah, peut-être celle-là, ça sera la bonne ». Donc cette rêverie, elle est toujours très présente. Et c'est ça que je veux questionner, moi, ici, dans cette conférence. C'est pas autre chose. C'est pas un peu inconscient. Mais si, c'est pour ça que je voudrais que vous rendiez ça conscient. C'est vraiment dans nos mentalités, et c'est peut-être aussi normal qu'on ait envie de rêver au meilleur pour nous, hein, parce que le rêve de Platon, le mythe de Platon, se compléter avec l'autre, l'homme et la femme, bon, si vous êtes homo, bah, c'est pareil, vous complétez avec quelqu'un d'autre, mais c'est l'histoire de ne pas être complet. Donc c'est l'histoire de l'arrivée sur Terre dans la séparation, et on veut revenir à la non-séparation. Donc ce rêve du mythe de la complétude, il est quand même fort présent, et c'est normal qu'il se pose, mais il est hyper souffrant. Parce que non seulement il y a des CDD et on se fait des ruptures sans arrêt, en plus on a peur d'être seul, mais en plus on repart sur le rêve de à deux c'est mieux. À un moment donné, il faut se poser la bonne question. Ouais. Est-ce que la clé, ce ne serait pas justement de connaître suffisamment son partenaire pour attendre de lui ce qu'il peut nous donner et pas ce qu'il ne peut pas? Bah oui, ce serait évidemment, c'est de connaître la limite, on est sur les problèmes de limite. Reconnaître mes limites à moi, déjà les miennes, hein, jusqu'où je prends sur moi pour faire plaisir à l'autre, parce que je ne veux pas lâcher mon couple, j'ai tellement peur de le perdre, parce que si j'ai quand même passé des années avec, je suis attachée, donc il y a un attachement, et si jamais il s'en va, oh mon Dieu, je vais me retrouver en mode solo, et donc je vais faire quoi là en mode solo, je suis effrayée, hein, parce que la solitude, c'est facile à dire, mais c'est extrêmement complexe. Hein. C'est pas un truc qui est simple quoi, pour les gens de s'en remettre à leur solitude, ça fait très peur. Et c'est très confrontant, et c'est pas du tout ce qui est ce que je vous dis depuis le début, c'est bon, les célibataires seuls, on les regarde comme ça, on dit mais t'es seul, mais c'est parce que t'as pas trouvé quoi. Hein. Si tu trouves, ça sera le jour où tu trouveras, tu te sentiras franchement bien. Ah bah c'est pas normal. Là, tu vas pas bien, hein. C'est que t'arrives pas à trouver quelqu'un, tu n'étais pas bonne sur les sites, je sais pas ce que tu fous, mais bon, tu t'y prends mal. Hein. On est un peu stigmatisé. Mais oui, c'est stigmatisé. Les gens qui sont seuls sont censés rencontrer bientôt la bonne personne. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas bien, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est confrontant, de reconnaître ses propres limites. Est-ce que jusqu'où je me fourvoie dans le couple pour pas perdre l'autre, parce que j'ai peur d'être seule et que c'est pas mal vu, et jusqu'où je reconnais les limites de l'autre, effectivement, qui est aussi les siennes et qui peut pas tout me donner, et que je suis d'accord qu'il soit limité. Parce que si je continue de rêver qu'il a des tonnes d'attentes et qu'il est là pour satisfaire tous mes besoins, je suis mal. Ma réflexion, c'était plutôt ça. Mais oui, mais c'est les deux. Ben, jusqu'où tu es en contact avec les limites de l'autre et que tu les acceptes, et jusqu'où tu es en contact avec tes limites et que tu les reconnais. Parce que c'est important de reconnaître ses limites. Par exemple, on peut parler de fidélité et d'infidélité. Jusqu'où c'est votre limite d'avoir un partenaire qui est infidèle, ou enfin infidèle ou non exclusif. Jusqu'où vous pouvez le gérer, jusqu'où vous pouvez le gérer. Est-ce que vous pouvez le laisser avoir du désir ailleurs ou pas? Jusqu'où vous gérez. Quelles sont vos limites? Jusqu'où vous pouvez gérer ces trucs-là? Et en fait, c'est tellement confrontant que peut-être que
nous restons en couple pour pas voir ce qui va pas chez nous. C'est tellement plus rassurant de voir ce qui va pas chez l'autre. Ben, c'est plus rassurant, c'est pour ça qu'on se plaint sans arrêt. On est toujours en train de dire l'autre ça, l'autre ceci, l'autre cela. Oui. C'est tellement compliqué de se mettre en face de soi-même et de dire c'est moi qui vais me prendre en charge et qui vais me responsabiliser sur le bonheur. Compliqué. Et en même temps, des fois, on se prend les pieds en se maintenant dans des couples hyper toxiques, en faisant des tonnes d'efforts et en se fatiguant et en devenant des dépendants affectifs et en n'en pouvant plus et on se perd complètement dedans. Mais parce qu'on a toujours l'imaginaire que le couple c'est mieux. Et que peut-être un jour ça va s'arranger, que peut-être, voilà. Bon. Et justement, avec beaucoup de peut-être, moi je sais que jusqu'à présent, j'attendais, comme tu disais tout à l'heure, le bon. Oui. Et à 50 ans, j'ai réalisé que moi j'étais pas la bonne. Non, mais c'est vrai. Bah oui, peut-être c'est pas toi c'est moi qui le bon. C'est moi qui n'étais pas la bonne en fait. C'est moi qui arrivais avec mes paquets, mes névroses, et qui n'étais pas capable finalement de faire un couple. Ah oui. Et aujourd'hui, du coup, moi, plutôt que d'idéaliser, de rêver à rencontrer quelqu'un ou le bon, je me dis, j'ai tellement peur d'à nouveau reproduire des choses que je préfère rester célibataire, de peur de me confronter encore à ces névroses que je hais, que je déteste, mais que j'arrive pas à me défaire. Oui, oui, alors les schémas répétitifs, c'est vrai que... Les schémas répétitifs, moi j'ai beau faire thérapie, t'écouter, oui, machin, mais oui. je suis toujours au même point. Et du coup, aujourd'hui, ayant réalisé que moi, j'étais pas la bonne pour l'autre, forcément, peu importe ce qu'il va me donner, peu importe ce qui va se passer, c'est moi qui suis pas parfaite pour l'autre. C'est ça. Et ça n'existe pas. Mais la perfection, c'est intéressant. Moi, au-delà de ne pas être parfaite, je suis pas la bonne, vraiment. Je fais vivre un enfer à mes compagnons. Eh oui, puisque tu n'es pas parfaite. Tu leur donnes pas tout ce qu'il faut, donc forcément, tu n'es pas parfaite. Donc forcément... J'attends tellement. Oui, toujours avec beaucoup trop d'attentes. Quand j'ai beaucoup trop d'attentes de la relation, à chaque fois je me prends les pieds dedans. Tout à l'heure, je parlais d'Véronique, je disais, moi j'ai l'impression que je suis une passoire. Tu peux me donner plein de choses et ça ne sera jamais suffisant. Mais oui, mais et le jour où j'ai réalisé ça à 50 ans, il n'y a pas très longtemps, tu vois, c'est un peu déprimant. Et je me dis, mais je vais finir ça. Mais tu vois, là on est plus dans une problématique que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est que j'attends trop du couple. J'ai un rêve du couple qui est idéal et cette idéalisation de cette romance. Et ben c'est le truc de la petite avec le prince charmant là. C'est combler ce que moi j'arrive pas à combler toute seule. Oui. À m'aimer moi toute seule pour ce que je suis, dans mon identité. C'est sûr, l'autre il est là, il est censé te narcissiser, te dire combien t'es belle, te faire des animations, de te sauver la vie, d'être là. Je suis plus dans le truc d'apprendre à m'aimer moi-même, à faire des choses pour moi sans attendre de l'autre et me combler. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais c'est une bonne idée. Alors, pour revenir sur les avantages et les inconvénients de faire couple. Donc, les avantages, souvent, c'est que c'est confortable quand même. Quand ça se passe bien, il y a un certain confort, une forme d'harmonie. Hein, vous pouvez sentir la stabilité, hein, quelque chose de l'ordre de la stabilité. On fait des projets, il y a de l'intimité, il y a des câlins, voilà, on reçoit sa dose, donc voilà, c'est extrêmement confortable. Même un quotidien roturier peut être extrêmement confortable. Après, au bout d'un certain temps, souvent ce qu'on voit apparaître, c'est que les gens commencent à s'ennuyer. Ils font des efforts, ils font des compromis, ils prennent patience, etc. Et ils en ont marre. Voilà, ils commencent à s'ennuyer, ils n'en peuvent plus. Donc ça commence à se gâter, on va dire ça comme ça. Et on arrive sur la période qui déçoit, quoi. Et on va tomber sur les ennuis, les inconvénients du couple. C'est donc l'ennui, l'exclusivité. Très souvent, les gens butent sur l'exclusivité. Hein. Souvent, il y en a un qui sacrifie son projet pour l'autre. Pas toujours, mais souvent, il y en a un qui pousse l'autre, qui se sacrifie. Et pendant qu'il se sacrifie, après, il lui fait payer. Il dit ouais, j'ai passé des années à t'aider, machin, sur le plan ou financier ou sur le plan où je sacrifie ma vie professionnelle. Souvent, les femmes, bien qu'on dise, je ne suis pas féministe pour un sou, mais quand même très souvent c'est quand même les femmes qui prennent en charge plein de trucs et qui mettent qui prônent l'homme sur la scène sociale, et donc après elles râlent qu'elles se sont sacrifiées, ou elles disent ouais, moi je me suis éteinte, je m'éloigne de moi, hein, je suis pas assez vivante, je suis plus vivante, donc je me prends un amant ou je me prends une maîtresse parce que je m'éloigne de moi en couple, quelque part je me fonds dans le deux et j'arrive plus à retrouver ma singularité, quelque part ma lumière personnelle. Donc voilà, et puis le couple, l'inconvénient aussi du couple, c'est on passe un temps énorme à régler les problèmes du couple, on met beaucoup d'énergie à parler sur le couple et à réguler le couple. Alors, tes problèmes, mais surtout dans cette période, on adore s'introspecter, on passe son temps, et moi, et toi, et la tia, et comment... Et alors, passer des heures là-dessus, pendant ce temps-là, vous faites pas autre chose, hein. Parce que pendant que vous mettez 3 tonnes d'énergie au service de votre couple, il n'y a pas de silence.
il n'y a pas de temps de retour à soi, vous n'êtes pas en train de faire des trucs pour vous, hein, ni avec vos amis, ni avec personne. Vous êtes là en train de mettre beaucoup d'énergie au service du couple pour qu'il s'améliore. Et après, vous dites, quand il est parti ou elle est partie, vous dites, ah là, j'en ai passé un temps considérable, disons, tous ces efforts pour rien, il est parti. Tout ça pour ça. Bon, très bien. Mais c'est fou, hein, regardez l'énergie mise au service de la régulation et des problèmes. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il vaut mieux être seul. Parce que vous pourriez aussi penser que bah oui, à seul c'est mieux. Mais non, c'est pas non plus une solution miracle, parce qu'on a quand même besoin, c'est légitime qu'on ait des besoins d'être aimé. Après, comment on s'arrange pour se faire aimer, ou pour donner, aimer, être aimé. Voilà, et l'effet miroir aussi, non? Quand on est à deux, c'est important l'effet miroir, de voir que de se voir soi dans ses difficultés. Parce qu'on pense toujours que ça vient des autres. Ah bah, c'est plus facile de râler, de se plaindre que de voir en quoi je suis responsable du problème. À deux, ça peut permettre de se remettre en question plus facilement peut-être, non? Bah pas forcément. Non. Parce que comme tu as plus de sources de problèmes, il y a quand même plus de problèmes à deux que seul, forcément, puisque tu es stimulé. Tu es moins stimulé seul. Tu as d'autres problèmes quand tu es seul, qui est d'affronter ta solitude, de trouver toi-même, d'assumer tes désirs, de voir comment tu t'arranges pour être aimé, etc. Tu comptes pas sur l'autre. Donc tu t'en remets à toi, ce qui est quand même plus compliqué, hein, c'est une sacrée responsabilité, mais en même temps c'est plus facile de râler, de dire ah bah l'autre il est passé ceci, il est passé cela, bah oui, c'est plus simple, mais bon ça règle pas forcément le problème. Donc l'autre n'est pas forcément un miroir, non, il peut être miroir, mais surtout vecteur Sauf s'il est bienveillant, ils ne sont pas forcément dans les relations de couple, il ne renvoie pas toujours ce qui ne va pas l'autre, il renvoie aussi ce qui est chouette. C'est pour ça que dans les avantages, ça peut être aussi une source de narcissisation, une source de valorisation, une source de bien-être, une source de confort, etc. Mais n'oublie pas qu'au bout d'un certain temps, c'est pour ça que les couples ne durent pas si longtemps que ça, les gens commencent, ils sont confort là, dans leur cadre, dans la petite maison dans la prairie, puis après... Bon, bah très bien. Maintenant, je commence à m'ennuyer. Maintenant, je commence à fantasmer que j'ai plus assez de désir. Voilà. Maintenant, avec elle, j'ai pas tout. Avec lui, j'ai pas tout. Je manque de ceci, je manque de cela. Et je veux pas renoncer, puisqu'on est dans cette période où on ne renonce à rien. Et donc, hop, ça se prend des écueils. Parce qu'on change aussi avec les années. Et alors, si tu changes avec les années. Oui, bah oui, mais ça, c'est ce que j'ai dit. C'est que les besoins évoluent. Bah oui, chacun évolue pas, les partenaires n'évoluent pas de la même manière. Tes besoins ne sont pas les mêmes 6 mois après, 2 ans après, 10 ans après. Et donc après, quid de... Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pour ça que les gens se séparent souvent. Voilà. Et donc après, ça recommence. Mars et ça repart. Je me mets sur un site et je repars pour chercher la bonne chaussure. Et c'est quand même drôle en plus, parce que quand vous le voyez, on voit le truc des amoureux, c'est assez rigolo, on voit le langage des amoureux, on voit les cadenas, vous savez, il faut mettre les cadenas sur la scène. L'amour c'est cadenassé quoi. Donc, l'amour c'est se casser, l'amour c'est... donc il y a quelque chose de l'ordre de vraiment construire et bâtir un couple, et en même temps, vous savez, la veille du mariage, on fait une fête comme quoi on va... c'est quoi enterrer sa vie de... Alors dis donc ça donne envie tout ça. Voilà, c'est vrai que le vocabulaire du couple, c'est quand même un vocabulaire qui a l'air hyper enfermant quand même. Ça donne pas tellement envie. Et pourtant, tout le monde a envie d'aller là-dedans. La plupart des gens ont envie d'aller dans le couple. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, effectivement, comme dit madame, il y a plusieurs époques dans la vie, c'est-à-dire que de 30 à 40, on va construire une baraque, on va faire des enfants. Si ça ne marche pas, on va peut-être un petit peu plus se diversifier et faire moins focus sur les crédits, les problèmes, et peut-être voyager. Et qu'à 60 ans, on va peut-être avoir juste un compagnon parce qu'on a l'impression qu'on est fatigué de l'amour et que juste un compagnon va nous suffire. Mais bien entendu que les couples s'enferment dans des crédits, dans des problèmes, mais aujourd'hui tout va vite. Moi, aller se commercialiser derrière un site, c'est pour moi une vitrine. Mais vous êtes toujours dans le truc à dire, voilà, on a besoin, on a besoin, on a besoin. Ça c'est une chose, on a tous des besoins. Mais bien évidemment que si on attend de l'autre tout, on n'aura rien et on se retrouvera seul. Mais moi, ce que j'ai envie de remettre un petit peu au milieu du village, c'est... l'amour, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que quand on aime, on fait des sacrifices. Et ça, si on ne sait plus les faire, il ne faut pas être en couple. Oui, tout à fait. Oui. On est d'accord. C'est d'accord. Et donc, il faut y croire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut y croire. C'est ce que je viens de dire. Non, mais il faut avoir envie d'avoir envie. C'est pas un homme ou une femme, c'est pas une recette de cuisine, c'est pas hop, il y a tout ce qu'il faut, j'ai checké, c'est bon, c'est elle. Peut-être prendre du temps, effectivement, et pas consommer rapidement
et se dire... C'est tout à fait ce que je disais, en étant en contact avec nos propres limites. Voilà. Parce que nous aussi, on ne peut pas jouer au sauveur tout le temps pour l'autre. Combien d'efforts je Pas fais attendre tout le temps. Voilà, pas attendre tout le temps, mais pas non plus faire des efforts surhumains pour que l'autre aille bien, etc. Donc c'est Et toujours... quand on s'emmerde, il faut se barrer. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas si simple que ça. Sacrifice, c'est ça, c'est pouvoir rester. Sacrifice, c'est pour passer les obstacles. Non, mais le truc, c'est que... se parler quand on s'emmerde, non, c'est un sacrifice. Oui, non, mais il y a sacrifice. Non, mais ça dépend de combien de temps on va s'emmerder. C'est ça, le sacrifice. Vous avez donné l'exemple de vos parents qui sont restés ensemble pendant longtemps. La différence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas envie de se sacrifier. Nos arrière-grands-parents ont eu, pour exemple, leurs parents qui ne se sont pas séparés. Aujourd'hui, nos enfants, comme exemple, nos parents qui ont divorcé, nos enfants vont avoir comme exemple, pas nous sommes séparés. Donc, moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai ma fille a 8 ans. Je vais t'arrêter parce que, pour résumer, c'est vrai que ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Et aujourd'hui, on n'est plus dans une époque où on veut se sacrifier, on veut plutôt l'épanouissement. Donc quand on se pourrit trop la vie, on se dit tes besoins ne correspondent plus à mes besoins, ciao, bye bye, je t'aime plus. C'est ça le problème plutôt. Voilà. Est-ce que c'est pas ça plutôt le problème? Mais c'est ce que je viens de dire. Mais pourquoi on a ce problème? Mais parce qu'on a cette rêverie romantique. S'il y a beaucoup moins cette rêverie romantique, on est beaucoup plus réaliste. Parce qu'on attend trop en fait. Mais on attend trop. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est ça le truc. Donc si on commence à diminuer les attentes, ça va déjà se passer un peu mieux. Et puis après, il y a aussi effectivement, quand même, se poser cette question en fonction de votre âge et de tout ce que vous avez vécu. Il y a des périodes où on a effectivement plus besoin de stabilité, d'avoir moins de stress dans la relation. Il y a des moments où on veut se challenger avec des modèles plus ouverts ou avec plus d'exploration, puisqu'on voit que toujours la sécurité s'oppose à l'exploration. C'est comme ça, c'est des histoires de survie, ça. Je vous rappelle que dans le monde animal, la biche qui restait dans son précaré, qui broutait son précaré, au bout d'un moment, elle mangeait moins que celle qui allait explorer l'herbe d'à côté. Donc on a quand même, envie de brouter dans notre champ, mais on a quand même envie d'aller explorer le champ d'à côté. Et donc ces besoins s'opposent. Et en même temps, il y a des périodes dans notre vie, on a peut-être plus, comme moi je l'ai fait, dans des explorations diverses et variées, dans tous les sens, que moi je passais par toutes les explorations, c'était super sympathique, mais très confrontant, parce que très vecteur de stress en même temps. L'explorer, c'est aussi souvent source de complications et de stress. De revenir à la stabilité, c'est bien, c'est moins vecteur de stress, mais en même temps, est-ce que faudrait peut-être y aller avec moins d'attente? Parce que si on attend, on dit ah bah non mais la stabilité c'est bien, je suis dans mon confort, mais finalement je suis pas amoureux, ah bah merde, ah bah non là c'est plus bon. Voilà, et c'est reparti mon kiki. Donc si on veut tout, on est dans un idéal et on va se prendre les pieds dedans, mais grave de grave. Juste un terme par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau de l'âge, c'est 40 ans on construit une maison, une voiture et des enfants, et à 60 ans on est pépère, et on a juste besoin d'un compagnon. Je suis pas d'accord. Ah oui, mais non, pas forcément. Il y en a qui ont. Chacun ses goûts et ses couleurs. En tout cas, qu'est-ce que tu veux rajouter? Ce que vous avez dit tout à l'heure sur. Vous avez une chèvre qui goûte l'herbe à un seul endroit, alors qu'il y en a une autre qui va en profiter et qui va en bouffer un peu partout. J'ai donné l'exemple de ma fille qui, à l'âge de 8 ans, m'a dit plutôt, papa, moi j'aimerais avoir 2 copains dans ma vie. Et je lui dis, c'est pas possible, tu peux avoir 2 copains dans ta vie. On a droit qu'à un copain, c'est pas possible. Tu as un copain ou une femme. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, non, c'est pas normal. Toi, tu as eu maman, et après maman, tu as eu telle femme, telle autre femme, telle autre femme. Donc moi, j'ai quand même le droit d'avoir 2 copains. Je lui dis, ah non! Si papa a eu maman et que ça n'a pas marché avec maman, c'est la faute à maman. Ça veut dire quelque part qu'il ne pouvait pas rester seul, donc il fallait bien qu'il remplace maman. Mais si ça peut marcher avec maman, je sais rester qu'avec maman. Je n'ai pas commencé avec maman pour dire je vais aller après ailleurs. Non. Donc toi, ne te dis pas dans ta tête que je vais avoir 2 copains. Un te suffira, et donc te rendre heureuse. C'est tout. Tout ça pour dire que le bonheur passe par le couple et pas par être seul. On est déjà dans la rêverie. Ça commence comme ça, la rêverie du couple à 1, à 2, à 3. Bon, après, peu importe le modèle, puisque je vous ai dit que ce soit le modèle à 1 ou le modèle ouvert à plusieurs, de toute façon, c'est c'est extrêmement complexe. Même le modèle ouvert, c'est très compliqué à tenir. Donc, c'est pas tellement ça la question. C'est pourquoi ta fille d'emblée, elle rêve du 2, quoi. À 2, c'est mieux. Parce qu'à 2, on dit, à 2, on est plus fort contre l'adversité. À 2, on va se soutenir. À 2, on va être amoureux. À 2,
et reposez-vous cette question de pourquoi, qu'est-ce que vous évitez là-dedans, quoi. C'est tellement compliqué d'imaginer d'être heureux seul, on ne peut même pas s'imaginer, quoi. C'est parce qu'on entend partout, ben oui, mais non, mais c'est légitime, la relation, on est des êtres de lien, on entend partout. On est des êtres de lien, on est des êtres de relation, on est fait pour s'aimer. Hein, ce que disait Michel Berger dans la chanson, on est, je sais plus, les uns contre les autres, on est là pour, je sais pas quoi, on est là pour s'abandonner, mais pour se rassembler, etc. Donc on entend partout ces trucs-là. Je ne dis pas que c'est pas légitime. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment le couple qui va solutionner cette affaire? C'est pas gagné le lien amoureux. Non. De lien amical, tout à fait. Alors peut-être, mais exactement, c'est pour ça que dans cette conférence, je voudrais vraiment mettre en lumière les stratégies diverses et variées que vous avez pour trouver des manières d'aimer et d'être aimé, qui ne sont pas conséquentes et inhérentes qu'à la référence du couple. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver un couple qui sera harmonieux jusqu'à la fin des temps, enfin c'est pas vrai, il y en a qui arrivent, bon, tant mieux pour eux, c'est minoritaire, mais ça arrive, mais ça reste quand même assez, aujourd'hui en tout cas, minoritaire, en tout cas sur les 50 ans. Et au travers de ce que tu viens de dire, des chansons, on a des piqûres de rappel tous les jours, pour rester en couple, parce que les chansons à la radio, les films, et c'est que ça. Chaque fois, on nous ramène à deux, le couple, les je t'aime. L'âme sœur, la perle rare. On a des piqûres de rappel. Mais oui, c'est ça. Comment tu se déconditionnes? Mais oui, on entend tout ça, les flammes jumelles, l'âme sœur, la perle rare, la bonne personne. C'est pas gagné de se déconditionner. Voilà. Donc c'est pas gagné parce qu'on est baigné de ça, on entend ça tout le temps. Et c'est très anxiogène de sortir de ça, de se dire attends mais je vais pouvoir, est-ce que je vais être capable de faire sans quoi, faire sans la relation à deux, sans le vivre comme un choix par défaut. En étant donc, tu sais, ce que je disais au début, c'est je prends une période pour vivre seule, comme ça je m'apprivoise, enfin tu vois, je me comble toute seule, je m'aime, machin, amour de soi, mode d'emploi. Mais après, l'idée c'est ok, je vais travailler sur moi, et après je repars en couple. Et après, on repart dans les mêmes travers. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a l'idée de tout sous-jacent qui est de repartir en couple. Donc les modèles, puisqu'on est le couple, est-il encore un avenir? Moi, j'en sais rien si c'est un avenir. En tout cas, il est extrêmement chahuté en ce moment. Et même les modèles qui sont sortis récemment, polyamour, modèle ouvert, polysexualité, échangisme, je ne sais pas ce qu'il y a encore comme modèle, il y a des modèles qui sortent tous les 5 minutes. Donc c'est pas du tout évident, c'est pas gagné, c'est bon ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et donc c'est ni ça ni ça, donc c'est quoi? Il va falloir réinventer le couple. Et peut-être faire différemment, mais peut-être aussi vivre en tribu ou vivre des couples avec moins d'attente. En tout cas, il va falloir que chaque personne réfléchisse à cette histoire du couple pour elle-même déjà, voir après quoi elle court, c'est quoi qui l'anime tellement et de quoi elle a peur. Moi, je sais que personnellement, pour moi, le couple est synonyme de sécurité. C'est-à-dire, si j'ai pas un homme pour me protéger, j'imagine, mais évidemment c'est complètement inimaginaire, que pour ma survie, je ne vais pas m'en sortir. Là. Ce qui est archi faux, évidemment, mais c'est tellement ancré de manière très profonde dans mon esprit que c'est une mémoire, tu vois, que j'ai vraiment du mal à imaginer que sans un homme dans ma vie qui va être là, on ne sait pas pourquoi qui va être là pour me protéger, je ne vais pas m'en sortir. Donc en fait, j'apprends à être la garante de ma protection. D'autres, c'est le partenaire va être le garant de ne pas me faire me sentir seule, tu vois, de me faire me sentir vivant. Voilà, par exemple, on entend vibrant, vivant, grâce à lui, grâce à elle, ou alors grâce à lui, grâce à elle, j'ai confiance en moi, ou grâce à lui, grâce à elle, je partage plein de choses, comme si tu ne peux pas partager des choses avec toi-même, tu vois, ou avec d'autres. Donc, posez-vous la question, à partir de quel endroit vous tenez tellement à ce couple, et qu'est-ce qui est tellement effrayant de lâcher l'idée du couple? Est-ce que c'est un problème de normes sociétales, de faire différemment? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de la solitude? La solitude, c'est vraiment quelque chose qui peut être vécu comme très anxiogène. S'il y a des mémoires d'enfants de solitude qui ont été des moments de solitude détresse, vous pouvez être là en mode panique à bâbord à l'idée d'être seul. Rien qu'à l'idée d'être seul plus tard ou de vieillir seul, non, ça surtout pas. Je suis déjà angoissée à l'idée d'être seule. Donc parfois c'est presque pas sous votre contrôle, quoi. C'est presque quelque chose qui est de l'ordre organique, qui sont de l'ordre du cerveau reptilien, et que même si intellectuellement vous savez, non, c'est pas si grave s'il n'y a pas un partenaire là qui va me tenir la main, il peut y avoir des angoisses quand même. Et comment on gère ça? On gère en ayant de plus en plus de ressources.
comment on gère ces paniques d'enfants ou ces trucs de survie en mettant à côté de plus en plus dans votre vie ce qu'on appelle des ressources, c'est-à-dire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Vous êtes le garant de votre propre plaisir et plus vous savez vous occuper de vous-même, c'est-à-dire vraiment développer des ressources qui sont les vôtres, qui sont vos goûts propres, vos activités propres, tout ce qui vous fait du bien, à ce moment-là, vous pouvez beaucoup plus contenir les problématiques d'angoisse d'enfants. Ça se contient mieux, c'est-à-dire ça se gère mieux, ça ne va pas s'en aller, mais c'est plus gérable, ça fait le contrepoids en fait. Hein. Donc c'est comme ça qu'on gère les traumatismes d'enfants, c'est en amenant la personne à s'orienter sur ses ressources pour pouvoir contenir les mémoires profondes, transgénérationnelles ou de son parcours, les mémoires traumatiques. Voilà. Et donc les angoisses de peur, etc., de solitude profonde, tout ça, et bien ça se contient mieux, ça se gère mieux quand vous placez énormément de ressources dans votre vie. Encore faut-il prendre un temps pour se connaître, soi, pour savoir ce qu'on aime réellement, explorer nos goûts, nos activités professionnelles, nos amis, je ne sais pas quoi, et aller de ce sens-là, et assumer ses désirs et sa vie. Quoi. Voilà. Si on ne le fait pas, c'est l'autre qui est toujours dépositaire de ça. Ça, c'est super important. C'est-à-dire prendre son temps. Mais contrairement, on est un peu dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus on se dit merde, je suis en train de passer à côté de la trappe. Ben oui, j'ai besoin d'une nana. J'ai besoin d'une nana, tout ça. Et du coup, on accélère le truc et on se plante. C'est ça. Et moi, je pense que en fait, le couple, c'est une question de rencontre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des super rencontres et il y a la rencontre. Et il y en a, la rencontre, ils l'auront eu à 30 ans. Voilà. Et ce qui fait que ça va fonctionner. Bon, moi, j'ai fait 15 ans avec une femme, j'ai pas à me plaindre déjà. Mais quand vous ressortez, vous reprenez les codes, SMS, mythique et compagnie, mais vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Quoi. Oui, parce que t'es sorti du... parce que ça sera une prochaine conférence. Une des conférences que je vais donner. Parce que tu n'es plus dans les codes. Ben oui, mais les codes du jour qui sont des codes nouvelles technologies. Ah ouais. Donc ça sera une conférence que je vais donner sur l'amour dans l'ère de la nouvelle technologie, c'est autre chose. Mais néanmoins, oui, on peut rencontrer c'est ce qui se passe aujourd'hui, on rencontre des personnes pour un petit bout de chemin, et puis hop, on se sépare. Et pour la solitude, on peut penser à Goldman, je marche seul. C'était pas mal aussi comme chanson. De quoi? Goldman, je marche seul. Ah oui, je marche seul. Excusez-moi, il y a la dame qui veut parler. Oui, vas-y. Alors, oui, c'est souvent des accidents de la vie, on divorce, bon, ça arrive à tout le monde. Pourquoi, moi, ce qui me fait peur d'être seule, c'est pas un divorce, je suis veuve. Et je peux vous dire comment la société, elle vous rejette. Il faut penser, il y a des siècles en arrière, on enterrait la femme vivante avec le mari mort. Ah bon? La société vous rejette complètement quand vous êtes veuve. Vous faites peur aux autres femmes parce qu'elles ont peur que vous arrivez à parier l'un de leur mari. Vous êtes vraiment rejeté par la société. Moi, ça me fait peur d'être seule. Ouais. Pourtant, je suis entourée d'amis, j'ai une vie très épanouie et tout. Mais c'est vrai que je suis en recherche de couple. Ok, donc je vais répéter parce qu'il y a peut-être vous n'entendez pas. Hein. Donc elle est veuve et donc elle dit que c'est compliqué de faire seule parce qu'elle est rejetée par les autres et que par la société. Par la société, pas par ses amis. C'est vrai que de toute façon, être célibataire, de toute façon, qu'on soit veuve ou pas, c'est toujours rejeté par la société. Les gens n'aiment pas. Hein. Les divorcés, c'est pareil. C'est pas rassurant d'être célibataire, on est censé être avec quelqu'un. Donc ça, c'est normal. Administrativement, vous êtes déjà d'une moitié. Oui, ça c'est dans la vie, déjà qui vous prend dépourvu. Quand il y a un divorce, en général, on voit que les choses ne marchent plus très bien. Là, vous êtes brutalement séparés au bout de 25 ans d'un grand amour, puisque ça existe, les coups de foudre. Oui, il y a des histoires qui... Il y a quand même des histoires d'amour qui existent. C'est vrai que la solitude, au bout d'un certain temps, pèse. Parce que la société n'est pas faite pour les seuls. Alors, elle dit comme ça que la solitude peut peser parce que la société n'est pas faite pour les gens seuls. Là, ça va être vraiment quelque chose là, on est vraiment dans une époque où c'est important de voir comment je fais face quand j'ai pas le choix et si je veux arrêter de rêver encore à une autre personne que je vais peut-être trouver ou pas trouver d'ailleurs, parce que c'est pas gagné que t'en trouves une autre, comme possible ou pas possible. Donc en attendant, est-ce que je peux vraiment arrêter ce rêve de à deux c'est mieux,
et de commencer à te dire, bah oui, mais c'est à moi de m'organiser pour aimer cette solitude qui n'est pas forcément une solitude. Si tu as des besoins d'être aimé, de quoi tu as besoin? C'est quoi? Des câlins, c'est de la tendresse, c'est de l'affection, c'est l'amour. Mais l'amour, ça passe par l'amour, ça passe par plein de choses. Et par l'amour aussi. L'amour, c'est plein de choses. Tu vois, l'amour, c'est un mot trop vague. L'amour des amis, c'est pas la même chose que l'amour. Mais justement, l'amour amitié, ça peut être aussi très bien que l'amour avec un mec. Parce que bon, c'est quoi? Est-ce que c'est mieux la sexualité? Justement, mais on peut faire des plans de vous. Non, mais regardez que vous. Et c'est important que vous soyez vraiment en contact, au lieu d'être en contact avec le manque, de dire c'est la pénurie et je râle sur la pénurie et je veux de la tendresse, des câlins, de la sexualité, de ci, de ça, de mi. D'abord, vous n'aurez jamais tout, que vous soyez en couple ou pas, arrêtez de rêver. Et de toute façon, si tu es en mode pénurie, bah, tu vois comment tu peux, être en contact avec les limites de la réalité, qui fait que je ne peux pas tout avoir. Peut-être en ce moment, bah, j'ai pas tout, j'ai pas la sexualité qu'il me faut, j'ai pas la tendresse qu'il me faut. Alors comment je peux m'organiser, m'arranger quand même pour en avoir un peu, plutôt que de pleurer sur mon sort, de rien avoir du tout. Parce que vous dites oui, l'amour-amitié, c'est pas pareil peut-être. Mais n'empêche que l'amour-amitié, moi quand j'ai été la semaine dernière dans un groupe d'amis, je peux t'assurer que ça m'a vachement énergétisé. Oui, et voilà. Mais peu importe, mais c'est pas grave. Mais si tu es toujours en train de pleurer sur ton sort, en train de regarder le manque, tu vas trouver des manques. Quand tu es en couple, tu vas trouver des machins qui manquent. Ça manque sans arrêt. Il y a toujours, si tu mets ton attention sur le manque, tu trouveras ce qui va manquer. Et il y a des gens qui sont très seuls en couple, et il y a des gens qui sont en couple et qui manquent de sexualité, ou il y en a qui sont en couple et qui manquent de tendresse, qui sont maltraités par leur partenaire. Donc si tu mets ton attention sur le manque, tu vas trouver. Donc à un moment donné, c'est vraiment, qu'est-ce que je fais quand je suis en contact, par exemple, toi ici, avec ta profonde solitude, comment je m'organise pour avoir un peu mieux, pour gérer mon plaisir, en quelque part, pour aller m'orienter sur mon plaisir, qui ne dépend que de moi, qui mettent des stratégies en face qui sont abordables, mais sachant que tu n'auras jamais quelque chose, tu vois, de forcément idéal, quoi. Et peut-être que ton histoire, elle a été formidable pendant 25 ans, mais très bien, mais ceci n'est plus. Donc tu ne peux pas passer ton temps à regretter, ça ne sert à rien, ça s'y est fait, c'est une période de ta vie. Je me regrette nullement, je dis juste... Aujourd'hui c'est différent. Ah mais ça c'est sûr, mais les hommes seuls aussi. Oui. La solitude, le célibat n'est pas quelque chose qui est bien apprécié, que ce soit le veuvage ou le célibat choisi, c'est pas quelque chose qui est conçu comme quelque chose de chouette et de normal. Voilà, vous êtes des asociales, c'est pas normal, vous feriez mieux de trouver quelqu'un, allez tout de suite vous chercher un partenaire parce que là, vous allez pas, ça va mal finir l'histoire, vous allez terminer tout seul dans un lit malade, en mauvaise santé, et vous allez mal terminer. Donc vous avez intérêt à vous trouver quelqu'un quand même. Hein. Voilà, donc on est vraiment dans cette notion, à deux c'est mieux. Et nous, notre travail, c'est peut-être passer d'une solitude subie à une solitude choisie. Ben oui, c'est tout le débat de ce soir. Se confronter à une solitude et voir en quoi ma solitude, si c'est un... Moi je vous souhaite d'être heureux à deux, hein, si vous y arrivez tant mieux, mais si c'est pas le cas, plutôt que de vous pourrir la vie, parce que jusqu'où je vais dans le couple pour me pourrir la vie, il faut que quand même, si vous êtes en couple, qu'il y ait des bénéfices, que ce soit plus un vecteur d'épanouissement quand même qu'un vecteur de stress. Si le couple c'est fait pour se stresser, pour pourrir la vie et se faire maltraiter, à un moment donné, il faut arrêter. Donc il faut voir le pendant, il faut faire une balance entre est-ce que je suis en mode de manière systématique et récurrente, je ne vous dis pas pendant une crise, mais si ça fait 1 an, 2 ans que je suis en mode stress comme ça, peut-être que je pourrais regarder les choses différemment. Hein. Je peux examiner quand même pourquoi je tiens tellement à faire couple, et est-ce que je ne peux pas me confronter à la solitude et la vivre de manière plutôt choisie que plutôt subie, en arrêtant de croire que peut-être à deux c'est mieux, parce que vous faites souffrir avec ça. Voilà. Ou alors savoir où sont les limites. Ou alors travailler sur les limites, j'attends moins, etc. Donc mais c'est une vraie réflexion. En tout cas, je vous propose de l'amener dans vos maisons et de la partager avec d'autres. Voilà, je pense que c'est... tiens, je suis pile poil à l'heure. En tout cas, j'étais très contente que ce débat a suscité plein d'interactions. Merci de vos participations actives. Sachez que la prochaine fois, le thème du mois prochain, ça sera peut-on aimer plusieurs personnes à la fois et celui d'après sur les nouvelles technologies, le couple à l'heure des nouvelles technologies. Sinon, le 25 septembre, j'anime un atelier en Zoom qui s'appelle J'ai innové que j'innove. Ça s'appelle les salons de conversation avec Véronique, c'est moi. Et l'idée, c'est de... Vous voyez que là, vous avez été intervenu, et moi, je ne vous ai pas toujours laissé la parole parce que je dois exposer pendant 1h30. L'idée des salons, c'est que vous pouvez intervenir de manière plus posée, en parlant de votre problématique même, et que là, je prends du temps, j'ai une journée avec vous pour vraiment répondre à vos questions, étudier un peu plus votre cas,
débattre avec vous, enfin voilà, passer plus de temps sur des temps de questions-réponses et un peu plus personnalisés, même si ce n'est pas de la thérapie, sur une journée. Et ça se fera en Zoom et je suis ravie de vous accompagner, vous qui êtes là et ce soir ou ceux qui sont sur ma chaîne, parce que voilà, mon temps est limité, je ne peux pas être toujours dans des séances individualisées, j'arrive pas à suivre tout le monde malheureusement, même si j'aurais envie de contribuer pour tout le monde, et donc je décide de faire plutôt des ateliers en groupe qui peuvent quand même être éclairants, parce que parfois sur une question je peux donner une réponse éclairante ou quelque chose d'assez fulgurant, et puis les autres peuvent réagir et raisonner aussi pour vous aider à y voir plus clair et à sortir des fois de souffrances pas possibles. Voilà. Merci à vous pour cette soirée, et puis je vous souhaite le meilleur sur votre chemin amoureux. Merci de même. Ou solitaire, amoureux de soi.